participants. Euh, donc, bonjour à toutes et tous. Et comme le message vient de vous l'indiquer, je vous signale que ce webinaire va être enregistré, puisque notre idée, c'est de l'utiliser ensuite pour faire, comme on dit, des replays. Alors, aujourd'hui, notre webinaire est organisé donc par l'association Une fonction publique pour la transition écologique, et c'est le premier épisode d'une série de 3 qui sont organisés dans le cadre du mois de l'innovation publique. Ils ont été labellisés donc dans ce cadre-là, et nous en sommes très heureux parce que c'est une occasion de partager très largement les informations. Notre thème aujourd'hui, c'est comment mobiliser un service public en vue de son organisation éco-responsable. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que la contribution des services publics aux émissions de gaz à effet de serre et aux pollutions, d'ailleurs en général, de notre pays sont loin d'être négligeables. On a calculé que, vous savez, chaque citoyen français émet environ 10 tonnes de CO2 par an. Et bien sur ces 10 tonnes, il y en a 1,3 qui est imputable aux activités des services publics. Évidemment, si on répartit toutes ces émissions sur l'ensemble de la population française. Et par ailleurs, les services publics sont bien sûr consommateurs de biens divers, de l'eau, des produits alimentaires et générateurs de déchets. Donc, l'adoption d'un comportement éco-responsable représente un enjeu quantitatif qui est assez important. Mais il y a aussi les enjeux qualitatifs ou les effets indirects, parce que nous avons des tas de politiques publiques qui ont trait à la transition écologique, et c'est très bon pour l'exemplarité que les services publics s'appliquent à eux-mêmes les efforts qu'ils demandent par ailleurs à la population. Et puis il y a aussi un effet levier que l'on peut escompter, puisque il y a environ 20% de la population française qui est employée dans les services publics, fonctionnaires ou agents publics au sens large, et on peut penser que du coup, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, ces agents peuvent diffuser les bonnes pratiques. Donc, l'organisation éco-responsable, c'est un volet de la transition écologique, mais ça va même plus loin, puisque on peut parler de transformation écologique. C'est une autre manière de faire qui intègre les enjeux écologiques dans l'ensemble de l'action du service, dans ses motivations et dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir, bien entendu. Et donc, c'est l'une des 2 faces de la transformation écologique, l'autre étant la politique publique que le service public est en l'occurrence chargé d'appliquer. Alors, depuis quelques années, cette manière de voir progresse, puisque nous le savons, depuis 2020, il y a eu la mise en place par l'État de la démarche des services publics éco-responsables, et puis bien d'autres institutions, en particulier pas mal de collectivités territoriales, ont mis en place également des actions d'organisation éco-responsable. Mais nous avons encore 2 besoins. Le premier, c'est de généraliser la démarche, c'est-à-dire toucher un plus grand nombre de collectivités territoriales, et dans la sphère de l'État également, les établissements publics, tous les établissements, toutes les institutions qui sont un petit peu autonomes pour une raison ou pour une autre. Donc, généraliser. Et la deuxième chose, c'est globaliser, puisque souvent, on part d'une démarche qui est partielle, parfois très, très légitime, comme le budget carbone. Eh bien, même si on fait beaucoup d'efforts dans le budget carbone, on ne règle, entre guillemets, que la question des émissions de gaz à effet de serre, alors que la transition écologique ou la transformation écologique vise aussi bien d'autres choses, la consommation au sens large, l'eau, les déchets, etc.
Alors, ce webinaire s'appuie sur la récente publication, en fait, qui date du début de la semaine, d'un dossier qui porte le même nom sur ce sujet. Et voilà, donc maintenant, je vais m'adresser à notre première intervenante, qui est Emma Pianetti. Emma Pianetti est directrice du projet Garantir des services publics éco-responsables au Commissariat général du développement durable. La démarche SPE, comme je le disais, a été lancée il y a 3 ans, en 2020, et elle a été suivie de près par vos services. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui est en préparation et qui s'inscrit explicitement dans le cadre de la planification écologique. Donc, Emma, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le dispositif et nous indiquer les leçons tirées de ces 3 ans de fonctionnement? Merci N'oubliez beaucoup. pas de brancher votre micro. Normalement, vous devrez m'entendre, si tout va bien. Oui. Merci beaucoup. Alors effectivement, on est à un point de bascule aujourd'hui. Ça fait 3 ans que le dispositif service public éco-responsable a été lancé. Malheureusement, je pourrais pas faire d'annonce particulière. Celles-ci seront faites par Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Monsieur Béchu, qui est ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est ce retour d'expérience de 3 années de mise en œuvre qui nous ont permis de tirer des leçons, comme vous le disiez, et qui vont nous permettre de passer à l'échelle pour la suite du dispositif. Alors, le dispositif SPE, en fait, il n'est pas né en 2020. Il y avait déjà des initiatives comme administration exemplaire auparavant, mais elles avaient du mal à prendre et en fait, on n'observait pas de réels résultats. Donc, il a fallu qu'on ait une approche un petit peu différente en 2020 et qu'on reparte en fait quasiment de zéro avec plusieurs socles stratégiques sur lesquels on a pu s'appuyer. Le premier qui est de créer une communauté. C'est-à-dire qu'on a identifié le fait qu'il fallait partir de chaque ministère et de chaque préfecture et d'avoir une personne bien identifiée qui est responsable de déployer les mesures obligatoires, que ce soit sur la mobilité, sur l'alimentation, sur les bâtiments, etc., ou la commande publique dans l'administration avec comme enjeu, bien sûr, que cette personne soit en lien, pas trop éloigné, avec les décideurs et notamment les secrétaires généraux pour les ministères, les préfets de région pour les préfectures et puis pour les établissements publics qui soient assez proches de leur direction. Donc cette communauté, en fait, elle s'est faite d'abord par une responsabilisation de chaque grand pôle administratif, mais aussi par la responsabilisation des directions qu'on appelle métiers, par exemple la direction de l'immobilier de l'État, la direction des achats de l'État, etc., qui donc ne sont, enfin, sont chargées d'accompagner les administrations, facilitées par la mise en place de guides, d'outils, de solutions sur étagère, de faciliter donc le déploiement des mesures. Le plus simple, évidemment, pour tout agent qui doit améliorer l'éco-responsabilité de son service, c'est de pouvoir disposer d'une solution directement activable. Ça peut être notamment un marché public. L'exemple qu'on a et qui est en cours d'élaboration, c'est un marché public d'ordinateurs reconditionnés qui répondent aux critères de sécurité, qui répondent aux critères d'éco-responsabilité et qui soient directement activables par les administrations. Alors qu'auparavant, en fait, on avait une grande difficulté à ce que les administrations arrivent à atteindre cette mesure d'achat de numérique reconditionné, qui fait pourtant partie de la loi. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié les responsabilités, l'enjeu, c'est de massifier. C'est-à-dire qu'on doit descendre jusqu'au terrain. Pour ça, il faut, dans le cadre de cette communauté, que chaque référent service public éco-responsable crée lui-même en interne un réseau
Alors, un réseau à la fois dans les directions un petit peu stratégiques, par exemple la direction des achats de son administration, la direction de l'immobilier, la direction RH et la direction de la communication notamment, et qui puisse directement échanger avec ces directions un petit peu pivots en fait dans le cadre de la mise en œuvre des mesures. Et puis qu'il y a un réseau tout simplement de personnes engagées qui ont envie de contribuer à la transition écologique de leur administration. Et donc pour cela, on a créé une plateforme en ligne qui permet à la fois de partager les expériences, de poser des questions. C'est un petit peu une forme de forum. Et on a plus de 1300 agents qui contribuent aujourd'hui, qui sont actifs sur cette plateforme. Et puis ensuite, on met en place évidemment des webinaires, souvent des webinaires thématiques, et puis des groupes de travail qui vont être un peu plus opérationnels pour essayer de résoudre des problématiques que rencontrent les agents sur le terrain et pour lesquels ils ont besoin en fait d'un retour d'expérience des autres. La logique permanente, c'est de se dire que on a tous un petit peu les mêmes contraintes, on rencontre à peu près les mêmes situations, à chaque fois avec une modulation en fonction de notre contexte, mais on peut s'appuyer sur ceux qui sont un petit peu à l'avant-garde, qui ont déjà exploré des sujets et gagner ainsi du temps. Et nous, par ailleurs, essayer d'explorer des sujets sur lesquels on ne connaît pas encore de personnes qui se sont trop avancées et ensuite partager notre retour d'expérience. Donc ça, c'est vraiment le cœur, je dirais, de l'approche qu'on a prise aujourd'hui et qui est assez différente des précédentes. Ensuite, il y a l'enjeu, donc ça c'était le premier enjeu, créer une communauté. Ensuite, il y a l'enjeu de suivre la trajectoire. Ça, c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on en était, que ce soit en matière d'achat public ou de mobilité ou même de bâtiments. Et en fait, les différentes lois qui sont entrées en vigueur nous ont imposé finalement de suivre euh, la trajectoire et notamment en vue d'atteindre les cibles. On peut nommer par exemple la loi Egalim qui demande à ce que 50% des produits dans la restauration collective de l'État soient issus de l'agriculture biologique de qualité ou durable, dont 20% de bio. On peut citer également le décret tertiaire, évidemment, qui invite à la réduction drastique des consommations énergétiques. On peut citer aussi la loi climat et résilience, bien sûr, et puis la loi AGEC pour tout ce qui est achat de matériel reconditionné, enfin de biens reconditionnés ou issus du recyclage, comportant des matières issues du recyclage. Donc, comment est-ce qu'on suit cette trajectoire? En fait, ça va être très en lien avec mon premier point sur créer une communauté. C'est que vous allez devoir identifier au sein de votre administration qui détient cette donnée. La majorité du temps, ce qu'on a pu observer, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait automatisée. Les logiciels et les systèmes d'information, soit ne sont pas centralisés, c'est-à-dire que chacun a un petit peu sa propre gestion. Et Emma, je vous interromps, je suis désolée, mais faites attention au temps. Oui, normalement, il me Voilà. reste 5 minutes, si Oui, c'est bien ça? d'accord. Ok, allez-y, continuez. Parfait. J'en suis à peu près à la moitié, donc normalement, ça devrait être bon. Donc, je disais, il faut suivre la trajectoire euh, et notamment, en fait, identifier les personnes qui détiennent la donnée. Et en fait, ça va faire le lien avec la communauté de gens qui sont aux manettes et qui ont des leviers de marge de manœuvre pour agir sur les mesures. Euh, donc, sur cette question, en fait, on s'est rendu compte que souvent, on avait des a priori sur des résultats, dans un sens comme dans l'autre. On avait l'impression que l'État pouvait être mauvais sur certaines mesures et bon sur d'autres, et la donnée vient confirmer ou infirmer ces impressions. Et on a pu se rendre compte, effectivement, qu'il y avait certaines mesures qu'on avait considérées comme acquises et sur lesquelles il fallait vraiment progresser. Donc, suivre la trajectoire, c'est extrêmement important. On est également en train de développer un outil qui s'appelle l'outil État bas carbone, et qui va permettre justement d'automatiser le suivi des émissions carbone de l'État avec comment dire, une ponction de la donnée directement dans les systèmes de commande publics comme Chorus, de suivi des consommations des bâtiments comme SFI, etc. Donc, on a créé une communauté, on s'assure de suivre la trajectoire. Troisième point, il faut s'assurer de la redevabilité du haut niveau.
Alors, cette redevabilité, elle se joue à plusieurs niveaux. D'abord, un niveau de gouvernance. Le comité de suivi depuis 3 ans réunit l'ensemble de secrétaires généraux, des préfets de région, et puis des directions, métiers, ainsi que les ministres concernés. Donc en l'occurrence, pour cette année, Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher et Stanislas Guerini. Pour pouvoir, suivre, et en fait demander, au haut niveau de rendre finalement des comptes. Chaque ministère et chaque préfecture bénéficie également d'un bilan individualisé que nous élaborons au CGDD à partir des données qu'ils nous remontent, pour qu'ils puissent vraiment, voir où est-ce qu'ils se situent aussi par rapport aux autres administrations, et voir ainsi si c'est, pour nous, c'est très intéressant pour voir si c'est un problème systémique, c'est-à-dire toutes les administrations ont du mal, et dans ce cas-là, il faut qu'on le règle à un niveau interministériel, ou si c'est un problème plus, contextuel, lié à la difficulté d'une administration en particulier. Et le dernier point, qui est sorti récemment dans la circulaire, Premier ministre, hem, qui concerne ce sujet, c'est la rémunération variable, et notamment la rémunération variable des préfets de région, enfin des préfets tout court en fait, va intégrer leurs résultats sur service public éco-responsable, et le ministre Stanislas Guerini n'a pas, enfin s'est positionné récemment en indiquant que, il était possible qu'on continue, de déployer cette question de la rémunération variable en fonction des objectifs, notamment de sobriété et de réduction des émissions carbone. Donc pour les perspectives, et ce sera ma conclusion, l'enjeu, qu'on a aujourd'hui, c'est de rendre plus lisibles les obligations qui s'appliquent à l'État. Ce sera l'objet de la nouvelle circulaire service public éco-responsable. Celle-ci va pouvoir intégrer à la fois toutes les obligations législatives et réglementaires qui s'appliquent à l'État, mais aussi, rendre plus lisibles les plans, notamment élaborés dans le cadre de la planification écologique, France Nation verte, le plan eau, la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale bas carbone, et cetera. Il y a beaucoup de plans, et donc une circulaire qui va rassembler aussi les gouvernances, qui va, amplifier et peut-être, modifier un petit peu la méthode, et ça, ce sera l'objet, des annonces, à venir, au niveau, ministre, peut-être première ministre, on ne sait pas encore. Voilà, je m'arrête là Christine, j'espère que j'ai bien respecté le temps qui m'était imparti. En tout cas, Emma, vous avez très clairement expliqué tout ça et on a retenu un certain nombre de mots-clés qui émergent clairement de votre exposé. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à des témoignages d'institutions qui ont décidé de sortir de la démarche des gestes isolés et d'intégrer ceci dans des plans d'action ou un programme global qui soit systématique ou systémique. Et notre premier témoin, c'est Monsieur Frédéric Faure. Monsieur Faure, vous êtes le directeur de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et votre école s'est dotée d'un projet stratégique d'établissement dont l'un des volets, si j'ai bien compris, c'est le plan d'action qui concerne son organisation et son fonctionnement. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer comment vous en êtes arrivé là et comment vous vous y êtes pris pour élaborer et adopter ce plan d'action. Monsieur Faure. Merci Madame Moreau. Bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, je représente, enfin, je dirige une des 34 écoles du service public, puisque vous savez que nous sommes constitués en réseau des écoles du service public de l'État, des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière. Et en l'occurrence, mon école est celle de la protection judiciaire de la jeunesse, et c'est donc l'une des 4 écoles du ministère de la Justice. La protection judiciaire de la jeunesse étant cette direction, cette administration qui a vocation à accueillir et accompagner les mineurs en conflit avec la loi, donc les mineurs délinquants et criminels, et une partie des mineurs dits en danger, donc dans le cadre de la protection de l'enfance en lien avec les départements. Si je vous nomme la mission de la PJJ, ça n'est pas innocent, c'est parce que notre plan éco-responsable dans notre école est évidemment assez directement lié à l'exercice ensuite concret des missions des personnes que nous formons. Et donc, je vais en 5 minutes vous détailler la manière dont on s'y est pris à l'invitation de Madame Moreau, que je remercie.
On a en réalité initié notre réflexion en 2019 parce que les sujets commençaient à bien émerger et que nous disions en équipe de direction que nous avions une responsabilité à assurer et à assumer sur cette thématique, mais nous avions assez peu de guide fil puisque à l'époque, nous n'avions pas encore le plan service public éco-responsable qui a été détaillé là, mais qui nous a depuis beaucoup servi. Donc ça, je veux le dire à Madame Pianetti parce que ça n'est pas pour rien que tout ça est fait. Ça nous a servi de base de travail, vraiment. Bon, la crise sanitaire est passée par là, donc les travaux ont été un peu interrompus et ont été repris en 2021 avec d'abord la première étape fondatrice, ça a été l'établissement, c'est classique, hein, mais je le dis quand même, l'établissement d'un bilan carbone. On s'est fait accompagner pour établir ce bilan carbone par une institution spécialisée. Et ce bilan carbone donc, a été réalisé en 8 mois et il a permis d'isoler évidemment des facteurs plus particulièrement lourds en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que vraiment notre angle, puisqu'on peut avoir plusieurs angles, hein, Madame Pianetti le disait à l'instant, et je suis heureux d'entendre qu'une circulaire va rassembler les différents plans, mais il y a plusieurs portes d'entrée quand même hein, sur l'éco-responsabilité. Notre axe de travail, ça a été en gros celui du GIEC, c'est-à-dire vraiment celui de la réduction des gaz à effet de serre et de la réduction de l'empreinte carbone. On n'est pas allé, par exemple, sur le sujet de l'eau plus particulièrement ou sur des sujets plus précis que ça. Donc, bilan carbone, avec évidemment de grandes leçons, d'ailleurs qui n'étaient pas si déprimants que ça, hein, parce qu'on s'attendait à bien pire que ça, qui n'étaient pas si déprimants que ça, parce qu'on avait déjà pris quelques petites mesures, un peu modestes, mais dont je vais vous parler en 2 minutes. Mais donc, ce bilan carbone a servi de base de travail à l'élaboration du plan éco-responsable qui lui-même a été travaillé donc, dans un atelier transversal, pluridisciplinaire, pluriprofessionnel dans l'école, constitué de formateurs, de cadres, d'agents administratifs, de chercheurs, qui lui a travaillé donc de printemps 2022 jusqu'à printemps 2023 globalement. Ça a duré 1 an à peu près le travail sur ce plan. Donc un vrai travail collégial pour que d'abord on tire bien toutes les leçons du bilan carbone, qu'on propose des actions, enfin des objectifs qui donnent un sens global à l'action, mais des actions extrêmement concrètes et très négociées. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand on parlera des facteurs de réussite. La négociation fait partie vraiment du deal pour nous, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'imposer un truc tout plaqué, parce que évidemment, dans la vraie vie, il y a 1001 contraintes qui font que certaines choses sont faciles, d'autres pas si faciles que ça, et donc la négociation fait partie du sujet. Donc les 6 objectifs que nous avons décidé d'embrasser dans ce plan sont les suivants. Classiquement, d'abord, la réduction des consommations, des déchets et des gaspillages. Et donc, on a pris les attendus de la loi Egalim, on a pris les attendus du décret tertiaire, on a engagé des marchés publics plus éco-responsables. Maintenant, les clauses éco-responsables font partie intégralement des marchés publics que nous passons. Sur le marché public restauration, on a même essayé d'être encore un peu plus ambitieux que la loi Egalim avec des approvisionnements en produits bio ou en circuit court un peu au-delà de ce que la loi prescrit. Bon, après, on a la chance d'être dans l'agglomération lilloise avec beaucoup de producteurs et de distributeurs, donc ça dépend, je pense, beaucoup des zones géographiques, hein, cette affaire-là. En tous les cas, on a su faire ça. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, favoriser les mobilités douces. Et donc, on a un plan vélo avec la mise à disposition de vélos électriques et la mise à disposition de vélos mécaniques pour les professionnels, avec la mise en place de covoiturage, donc des choses assez classiques en réalité, mais des choses aussi qui sont un peu plus ambitieuses, comme le passage à 75% du parc automobile en parc électrique, et puis l'abolition complète de l'usage de l'avion en France métropolitaine, sauf sur la ligne qui dessert Toulouse. Voilà, je le dis parce que ce n'est pas qu'anecdotique. Toulouse n'est pas encore desservie par une ligne à grande vitesse. Donc, c'est le seul endroit de France auquel on peut accéder en avion pour notre école. Dans tous les autres endroits de France, l'avion a été aboli, sauf évidemment les Outre-mer. Et donc, ça a été une mesure forte hein, qui a provoqué pas mal de remous. Mais ça veut dire qu'on demande aux personnes de l'inscrire dans leur emploi du temps lorsqu'ils ont à se déplacer, d'anticiper ce sujet de l'usage systématisé du train par rapport à l'avion. Troisième objectif, préserver la biodiversité. Donc, on a des aménagements de jardins et notamment des cultures potagères qui se développent dans notre école. Quatrième objectif, promouvoir la sobriété numérique,
puisque évidemment, par l'effet de la crise sanitaire, on a eu beaucoup d'usages numériques, en tous les cas, une amplification des usages numériques. Et dans une école, ça passe par exemple par l'explosion de la formation en ligne. Et en réalité, comme vous le savez peut-être, si vous avez fait la fresque du numérique, 80% de la pollution numérique, c'est de la visio et de la vidéo. D'ailleurs, ce que nous faisons là en ce moment, c'est déjà polluant. Et donc, nous avons essayé, enfin, nous continuons, hein, parce que c'est très difficile comme travail, nous essayons de trouver le bon équilibre entre ce qui est gagnant pour l'environnement, gagnant pour la convivialité entre le distanciel et le présentiel, parce que le distanciel n'est pas si écologique que ça tout le temps, indépendamment des questions de relations sociales. Cinquième objectif, c'est d'impulser une culture écologique au sein de la formation, puisqu'on est une école de formation de fonctionnaires, donc on a désormais des actions de formation sur l'éco-responsabilité, mais on essaye également de mesurer le coût carbone de nos actions de formation qui ne portent pas sur ce sujet pour rationaliser les déplacements de nos stagiaires. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, hein, mais qui a réellement commencé désormais. Et puis le sixième objectif, c'est de partager une culture éco-responsable dans l'école, dont l'un des principaux axes sera le développement d'une culture d'éco-management. Ce qu'on voudrait, c'est amener les cadres intermédiaires à se saisir de ce sujet pour manager par une porte d'entrée éco-responsable leurs projets de service ou leurs projets d'établissement pour, en tous les cas, les services de la PJJ. Voilà ce que je peux vous en dire. Je crois que j'ai atteint mon temps, donc je ne vais pas plus loin, mais je suis disponible pour les questions de la deuxième salve. Merci beaucoup, Monsieur Faure. Et effectivement, j'en profite pour indiquer à nos participants qu'ils peuvent utiliser le fil de discussion pour poser des questions auxquelles on répondra à la fin de la session. Et sans plus attendre, je passe à notre témoin suivant, qui est Eugénie Jamin-Mallet. Vous êtes chargée de mission des projets transversaux à la ville de Tours. Et celle-ci a adopté en 2022 un plan sobriété-usage, puis en 2023 un plan de sobriété énergétique et de préservation de la ressource en eau. Et donc, je pense que vous allez pouvoir nous expliquer ces deux démarches et comment elles s'articulent. Merci beaucoup. La Oui, tout à parole fait. est à vous. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, vous m'entendez? Ok, merci beaucoup. Oui, à peu près. À peu près, ok. Donc, la ville de Tours, enfin, la démarche de la ville de Tours sur la structuration, elle a commencé plutôt en 2021-2022, où en fait un bilan carbone a été mis en place avec une analyse d'un cabinet extérieur qui a fait une lettre un peu de trajectoire carbone qui qui visait à réduire 40% en 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce bilan carbone, il y avait 4 gros postes d'émissions, dont le premier était les bâtiments, notamment, puisque nous avons un patrimoine d'environ 700 000 mètres carrés, donc c'était vraiment beaucoup, et surtout des émissions, enfin surtout du coup des énergies qui étaient essentiellement carbonées. En deuxième, il y avait vraiment en plus gros poste l'alimentation. En troisième, les achats. Et en dernier, les déplacements, que ce soit la flotte de véhicules internes de la collectivité ou les déplacements domicile-travail. Dans cette lettre de mission trajectoire carbone, il y avait donc la volonté, bien sûr, de renouveler nos énergies pour avoir des énergies plus renouvelables, mais au-delà de ça, de réduire plutôt les usages en termes énergétiques. Alors, après ça, il y a eu la crise de l'énergie, notamment, et une augmentation très forte, en fait, du coût de l'énergie. Et en 2022, les élus ont décidé de faire un plan d'économie d'énergie. Donc, avec des actions qui visaient plutôt des économies monétaires à l'époque, euh, où on en a eu des résultats là en 2023. Et après quelques semaines de discussion sur ces actions, on a décidé de plutôt travailler sur un plan de sobriété, que ce soit énergétique ou de ressources en eau. Donc, on est allé beaucoup plus sur des réductions à visée plutôt écologique que des économies monétaires. Ce plan, ça a été vraiment un plan transversal, donc on a identifié tous les gros bâtiments qui étaient les plus consommateurs en fait, donc surtout au niveau des sports, de l'éducation et de la mairie centrale notamment.
Et l'idée, c'était de trouver des solutions plutôt techniques au départ qui visaient à réduire vraiment cette consommation énergétique. Pour le résultat de ce plan, ça a été un plan qui a fait vraiment qui a eu une réussite très importante. On a eu 14% de réduction de toute notre consommation énergétique en un an, euh, en prenant compte le fait que le climat a été plus conciliant l'hiver dernier. Donc en fait, globalement, sur les actions qu'on a mis en place entre les usages et quelques rénovations un peu techniques, on a fait 9% de réduction de la consommation énergétique. Donc, en termes d'économie monétaire, finalement, c'était pas tant que ça, puisqu'on a surtout fait du coût évité, puisque vu qu'il y avait eu une inflation très importante sur le coût de l'énergie, on n'a pas vraiment fait d'économie monétaire en tant que telle. On a évité des coûts très importants surtout. Donc, ça a été une véritable réussite. Là, donc, on est en train de s'engager sur une deuxième année de ce plan, à savoir que toutes les solutions techniques ont plutôt été mises en place et que maintenant, on va beaucoup plus. Enfin, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus sur des questions organisationnelles. Donc, on est en train de travailler sur une structuration en fait de toute cette question de sobriété et du suivi un peu de cette trajectoire carbone, à savoir que une des DGA de notre ville, du coup, a pris une mission transversale sur la transformation écologique. Donc, quand vous disiez ça, Madame Moreau, tout à l'heure, ça vraiment ça nous a fait penser à la structuration qu'on est en train de mettre en place. Et cette structuration, elle est donc sur plusieurs pans sur le suivi de cette trajectoire carbone, dont l'idée est que tout le monde se l'approprie et s'approprie les grands ordres de grandeur de cette trajectoire carbone. Du plan de sobriété également, mais beaucoup plus globalement, de la structuration qui passe par la communication, mais qui passe aussi par la formation des agents. On a formé 250 cadres à la transition écologique et énergétique pendant une journée. Et là, on est en train de s'engager sur beaucoup de démarches. On est dans le projet itinéraire donc de la région Centre-Val de Loire, dont l'objectif est de former en fait 10% de la masse salariale de 10 collectivités sur le territoire du Centre-Val de Loire qui sont expérimentatrices, qui vont être expérimentatrices en fait, d'un plan de formation à la transition écologique, dont le but est de le reproduire ensuite à l'échelle nationale. Et nous, on est en train de s'engager sur une sorte de structuration où il y aura possiblement des ambassadeurs en fait dans la collectivité qui peuvent suivre toutes les politiques. Puisqu'on n'a pas, sachant qu'on est une ville, on n'a pas de plan climat. On a plein de plans en fait, que ce soit dans les questions de biodiversité. On a un plan nature en ville, on a un plan urbanisme responsable. Comme j'ai dit, on a un plan de sobriété, on a une trajectoire carbone, on a un spazer avec des indicateurs. Donc en fait, on suit plein d'indicateurs et de variables pour mettre en place des services publics du coup qui soient éco-responsables, puisqu'on est principalement euh, sur nos bâtiments, sur l'alimentation de nos écoles et de notre restauration scolaire, des achats qu'on fait à la ville. Donc voilà, l'idée est de structurer maintenant face à tous ces plans et à tout ce qui a été commencé un peu depuis 2022, de structurer la démarche avec des référents qui sont bien identifiés, avec des outils de pilotage qui soient partagés, des indicateurs. Donc le plus gros, en quelque sorte, a été fait maintenant. C'est vraiment l'idée de se dire comment on fait pour que les agents et tous les agents s'approprient la démarche et comment on fait pour que on soit bien outillés en termes d'indicateurs, que les personnes soient bien formées à l'utilisation et à la compréhension des ordres de grandeur, notamment. Voilà, j'ai fait le tour un peu de nos démarches. Merci beaucoup. Là aussi, c'est extrêmement clair et je retiens des deux témoignages qui viennent d'être faits, en particulier le fait que le bilan carbone, c'est le plus souvent la porte d'entrée de ces démarches et que par ailleurs, on commence à faire les choses de façon morcelée et ensuite émerge un désir et une aspiration à la structuration et à la globalisation de toutes ces démarches. Très bien, merci. Et notre troisième témoin, c'est Julie Curien. Vous êtes bibliothécaire dans une grande université et vous êtes aussi membre de l'Association des bibliothécaires de France. Cette association s'est dotée d'une commission bibliothèque verte dont vous êtes la responsable. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche? Tout à fait. Vous m'entendez bien?
C'est bon. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, j'interviens aujourd'hui dans ce webinaire au titre de mes responsabilités exercées pour piloter la commission Bibliothèque verte de l'Association des bibliothécaires de France. Ce qui m'amène à vous dire quelques mots de cette organisation pour commencer. Donc l'ABF, c'est le sigle pour l'Association des bibliothécaires de France. C'est une association qui a été fondée en 1906 déjà, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1969. Elle compte, pour vous faire une idée, 2000 adhérents qui sont réunis pour réfléchir, débattre, se former et promouvoir le rôle des bibliothèques dans la société. Elle fonctionne avec un bureau national et un conseil national, ainsi que des groupes régionaux, d'une part, et des commissions thématiques, d'autre part, qui travaillent de manière transverse sur des sujets clés. Donc, c'est dans ce sens-là que l'ABF s'est dotée d'une commission traitant des enjeux d'éco-responsabilité. Alors, pourquoi je dis dans ce sens-là, mais on va détailler un petit peu le pourquoi du comment. L'ABF, donc, comme les bibliothèques publiques, ont quelque part naturellement vocation à s'inscrire dans les évolutions sociétales notamment. Alors, elles s'inscrivent déjà résolument dans l'actualité puisque à travers l'accueil des publics, la constitution d'une offre de services, de collection à leur attention, et cette actualité était appelée à s'emparer évidemment des enjeux pressants de la transition écologique. Et nous sommes convaincus que la bibliothèque publique est un lieu essentiel de construction de l'éco-citoyenneté. Et puis d'autre part, elles s'inscrivent parallèlement dans des enjeux de durabilité en tant que lieu d'une part et de mise en partage de collections, voire de conservation documentaire d'autre part. Donc pour ces raisons, qui avaient déjà fait l'objet d'un travail interassociatif précédemment, qui avait abouti à l'inscription des bibliothèques dans la feuille de route française pour l'agenda 2030 et qui suscite un intérêt croissant dans la profession qui s'interroge sur ces sujets. En 2020, plusieurs membres de l'Association des bibliothécaires de France ont appelé de leur vœu la création d'une commission thématique sur le développement durable et une feuille de route a été rédigée puis validée par les instances décisionnaires de l'association. Et cette feuille de route prévoit, alors je cite, de se saisir de la question environnementale à l'échelle des bibliothèques de France, en lien avec leur territoire et tutelle, ainsi que les réseaux de coopération au sein desquels elles interviennent, et ce, pour mieux répondre aux enjeux actuels et pressants de préservation de la planète. Le projet donc datait de 2019-2020. À l'été 2022, passé notamment les épisodes à rebond de gestion de crise sanitaire dans les bibliothèques, la nouvelle commission thématique est née, dotée d'un nom, Bibliothèque verte, et avec des axes de travail définis. Alors, ces axes de travail étant que nous nous positionnons essentiellement comme des interlocuteurs constituant ou partageant des outils au service des bibliothécaires et établissements documentaires pour impulser ou développer des actions, voire une stratégie de transition écologique, en interne comme en direction des publics, dans et avec les bibliothèques de tout type. Il s'agisse de bibliothèques municipales, intercommunales, départementales, mais aussi de bibliothèques relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple les bibliothèques universitaires. Donc, en particulier, nous allons mettre en lumière les contextes et les cadres réglementaires. Nous recueillons et nous partageons des retours d'expérience par thématique. Nous mettons en relation aussi des acteurs et actrices de la transition écologique avec le monde des bibliothèques et inversement. Nous visons à valoriser les initiatives et stratégies déployées par des établissements pour essaimer les pratiques vertueuses dans tous les champs couverts par les bibliothèques, que sont l'organisation du travail, le numérique, le bâtiment, mais aussi les collections et toutes nos activités de médiation, de l'accueil à l'action culturelle, en passant par les formations et les partenariats que nous pouvons nouer. Donc plus précisément, on travaille dans plusieurs directions. Depuis plus d'1 an maintenant, au sein de la commission, nous sommes une vingtaine de bibliothécaires nous sommes issus de tout type d'établissements et de régions différentes, à construire de la connaissance en nous investissant en plus de l'exercice de nos cœurs de métier dans nos établissements respectifs, dans la collecte et la recherche d'informations aptes à sensibiliser, éclairer, renseigner, outiller l'ensemble des bibliothécaires sur le sujet, pour les accompagner dans l'amélioration de l'empreinte écologique de leur structure et dans leurs actions éco-responsables en direction des publics. Et nous publions les résultats de cette veille dans la presse professionnelle et sur le blog que nous avons monté à l'automne 2022 et que nous avons très régulièrement alimenté depuis. Parmi nos rubriques, je m'arrête 2 secondes sur la rubrique Agenda, où nous renseignons l'ensemble des rendez-vous professionnels que nous repérons qui pourraient concerner les professionnels des bibliothèques sur la transition écologique, afin de réunir en un lieu unique ces précieuses informations pour tout un chacun qui voudrait évidemment organiser la formation de ses collègues ou s'inscrire soi-même à une formation et développer ainsi les compétences. Par ailleurs, de nombreux bibliothécaires nous sollicitent
Alors, un des sujets de sollicitation récurrents, c'est par exemple comment mettre en place une dynamique de travail dans mon établissement sur la transition écologique. Et donc, typiquement, des réponses qu'on peut fournir, c'est qu'on leur explique qu'ils peuvent s'appuyer sur la compétence transition écologique qui est présentée dans le référentiel des compétences des bibliothèques territoriales. Et on partage avec eux des exemples de fiches de poste avec une mission développement durable. Et on leur fait aussi des retours d'expérience sur, par exemple, des groupes de travail, comme celui de l'Atelier Vert au service commun de documentation de l'Université Paris-Est-Créteil, qui était une dynamique de travail du personnel sur ces questions de transition écologique, qui avait été couplée en l'occurrence avec l'organisation d'une journée plénière des personnels sur les enjeux environnementaux, avec plus de 100 agents formés à la fresque du climat, puis un temps de partage sur toute la dynamique de travail portée par un groupe de travail tout au long de l'année. Voilà, nous cultivons les dynamiques de travail en réseau de plusieurs façons. On est présent sur des journées ou rendez-vous professionnels et interprofessionnels comme celui-ci pour parler des enjeux et montrer comment la transition écologique est possible avec et par les bibliothèques. On est également partie prenante de concertations ministérielles sur les enjeux de transition écologique pour contribuer à faire entendre les leviers mais aussi les problématiques métiers. Nous sommes en contact avec plusieurs associations qui partagent des objectifs similaires pour créer de la synergie et développer mutuellement nos compétences. Et on trouve que c'est très important. Et puis, j'ajouterais peut-être pour finir qu'au sein de l'ABF, nous travaillons main dans la main en fonction des sujets que nous couvrons avec plusieurs autres commissions thématiques de l'association, comme la commission numérique ou la commission formation. Et puis aussi, nous tissons des liens avec des groupes régionaux que nous conseillons, voire auprès desquels nous intervenons régulièrement dans le cadre de journées d'études régionales qui sont, on s'en réjouit, de plus en plus nombreuses, organisées sur des enjeux de transition écologique en bibliothèque et qui font la part belle au retour d'expérience de bibliothèques de la région et au partage d'actions ainsi transposables dans d'autres établissements. Et puis, on travaille aussi main dans la main avec une autre commission de cette association des bibliothécaires de France, qui est la commission Advocacy, donc plaidoyer pour convaincre toutes et tous, bibliothécaires publics et élus, de l'importance d'inscrire les bibliothèques dans la transition écologique, de prolonger, de développer ce qui est déjà fait. Et c'est dans cet esprit que nous avons co-construit la journée d'études nationale pour une transition écologique des bibliothèques, qui aura lieu le 12 décembre prochain à la Bibliothèque publique d'information. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que vous pourrez inscrire dans la discussion les références pour cette journée nationale ou s'il y a des publications qui en résultent. Très éclairant également votre témoignage, Madame Curien, notamment ressort la question l'importance du réseau et également celle du partage, qui n'est pas simplement un partage en interne, si je puis dire, mais également avec des ressources extérieures. Et Monsieur Faure nous en avait parlé aussi, et Madame Jamin Mallet dans l'élaboration de leur propre plan. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous dire 2 mots, mais très brièvement, du dossier sur l'organisation éco-responsable des services publics que notre association, donc une fonction publique pour la transition écologique, a publié au début de cette semaine et que vous pouvez télécharger tout à fait librement à partir de notre site. Ce que je voudrais en dire, c'est que nous sommes partis, nous aussi, de la démarche service public éco-responsable à laquelle nous consacrons la première partie de ce dossier. Et dans une deuxième partie, nous mettons l'accent sur l'importance de l'implication des agents concernés, car, comme certains de vous l'ont déjà dit, ça ne doit pas être une démarche standard, ni une démarche imposée d'en haut. Il faut absolument impliquer les agents pour que ça soit une démarche efficace et qu'elle puisse aussi jouer son effet levier. Et puis, dans la troisième partie de ce dossier, on passe en revue les différents sujets qui peuvent être examinés dans une approche systématique. Et nous avons utilisé là aussi les 20 mesures de la circulaire service public éco-responsable de 2020 en tant que socle. Et à l'écran apparaît maintenant le canevas que nous vous proposons dans ce dossier.
qui doit servir simplement à guider la discussion en passant en revue toutes les mesures que l'on peut prendre, que ce soit sur les bâtiments, l'organisation du travail, la mobilité durable, ou encore la cantine et aussi le numérique, puisque vous avez mis en évidence les uns les autres l'importance de maîtriser l'empreinte carbone du numérique dans le cadre de la transition écologique, même si on sait que le numérique joue lui-même un rôle positif pour cette transition. Mais il ne faut pas être naïf et il faut toujours mettre les sujets en relation les uns avec les autres, bien évidemment. Donc, vous avez à votre disposition ce dossier et il y a également une fiche de synthèse qui reprend les différents éléments, mais de façon beaucoup plus courte. Je vais passer maintenant, je voudrais réinstaurer une petite discussion entre nos différents intervenants pour leur demander, certains d'entre eux y ont fait déjà allusion, quels sont les facteurs qui, selon eux, sont déterminants pour assurer le succès de cette démarche. Et pour faire les choses schématiquement, quels sont les 3 facteurs qui vous semblent très, très importants. Et je vais commencer par donner la parole à Monsieur Faure qui va devoir nous quitter prochainement. Merci Madame Moreau et désolé, mais effectivement j'ai une petite contrainte, donc je vous quitte à 13h55. Je me suis permis de vous mettre dans le fil de discussion une annonce pour un événement par ailleurs qui est gratuit et ouvert à l'ENPJJ dans 15 jours, si les questions d'écologie articulées aux questions éducatives vous intéressent. Alors, pour nous, en tous les cas, je parle pour le groupe projet là, qui a travaillé sur ce sujet, ce qui a été assez déterminant. Et quand je parle de facteurs de réussite, c'est que évidemment, maintenant, il faut que le plan vive, il faut qu'on le mesure, qu'on voit si effectivement on est en mesure de l'appliquer. Hein, donc, je reste très humble, mais il a suscité quand même l'adhésion de notre collectif de travail et il a été validé à l'unanimité par nos syndicats. Et ça, pour nous, c'est déjà un facteur de réussite, si vous voulez, parce que ça n'était pas gagné d'avance, mais les syndicats l'ont approuvé. Et l'ont approuvé notamment parce qu'on a fait attention à un facteur de réussite qui est c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de trouver l'équilibre entre une ambition haute en matière de protection de l'environnement et en même temps une protection d'une forme de coût social de plusieurs de ces mesures. Parce que lorsqu'on pratique de l'éco-management, on a évidemment une orientation forte qui est de réduire le coût carbone de notre établissement. C'est bien sûr ce qu'on veut atteindre. Toutefois, il y a des mesures qui peuvent peser sur les agents. Là, je vous prends 3 exemples concrets. Il y en a un que je vous ai dit tout à l'heure, les déplacements. L'abolition de l'avion, ça veut dire parfois augmenter les temps de trajet, donc peser davantage sur les emplois du temps des agents. Donc, c'est de l'anticipation. On mobilise beaucoup les chefs de service pour accompagner ça. On essaye de montrer qu'on peut travailler dans le train et qu'on ne peut pas forcément toujours travailler dans l'avion. Enfin, on essaye de montrer les gains qu'on y a, mais parfois, ça veut dire une nuitée de plus en dehors de chez soi. Donc ça se négocie, vous voyez, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à passer une nuitée de plus en dehors de chez soi. Nous, on est une école nationale, donc c'est pour ça que je vous en parle. On a vocation à bouger un peu partout en France. Deuxième mesure plus anecdotique qui peut prêter à sourire, mais qui a quand même provoqué un peu de débat, c'est la réduction des repas carnés. Puisqu'on va passer à partir de la rentrée de janvier à au moins un repas sans viande du tout à la cantine de notre école par semaine. On va essayer d'atteindre les 2, mais on y va progressivement parce que tout ça ne fait pas absolument consensus, même si les gens comprennent évidemment le sens. Et puis le troisième sujet qui est plus sérieux, si j'ose dire, c'est la réduction du papier, et notamment la suppression, enfin en tous les cas la raréfaction des impressions couleurs, l'impression systématiquement en recto verso en noir et blanc. Par exemple, lorsqu'on est dans une école où depuis 50 ans, on fait des mémoires professionnelles rendues sur le format universitaire avec des chartes graphiques qui ne correspondent pas à cette ambition, il faut travailler avec les chercheurs, avec les stagiaires, avec les universités pour faire admettre un nouveau code d'écriture. Donc, vous voyez que ce sont des choses très, très concrètes, mais en tous les cas, ce que je veux vous dire par là, et je pense que ça parle à mes collègues qui se sont exprimés, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien mesurer à chaque fois le coût social de ce qu'on veut faire et l'intégrer dans sa démarche.
Deuxième facteur de responsabilité, de réussite, pardon, c'est justement l'association du plus grand nombre d'acteurs possibles, en tous les cas représentant toutes les filières métiers, notamment les fonctions administratives qu'il ne faut surtout pas négliger, les fonctions de secrétariat, les fonctions de gestion financière, de gestion budgétaire, de gestion RH, qui sont parfois invisibilisées dans ces travaux, alors que leur responsabilité à eux dans le suivi de ces travaux est déterminant. D'ailleurs, dans le bilan carbone, nous, ça a été les agents les plus précieux pour faire remonter toutes les données qui étaient utiles au bilan carbone. Donc, ils ont été très valorisés par ça, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est un sujet mission seulement, c'est aussi un sujet support beaucoup. Et donc, il faut promouvoir nos collègues des fonctions support. Et puis, troisième facteur de réussite, mais ça, on le verra dans le temps pour le coup, donc je reste très modeste, c'est qu'on a essayé par des objectifs généraux, les 6 que je vous ai cités tout à l'heure, de donner un sens général à la démarche, mais toujours cranté avec des mesures, des petites mesures très concrètes et mesurables tous les 3 à 6 mois. C'est-à-dire d'essayer d'éviter l'écueil d'être dans un discours généreux, ambitieux, non mesurable, mais bien de se dire qu'on a des objectifs, j'allais dire timés, pardon, parce que j'aime pas tellement utiliser des anglicismes, mais vous voyez ce que je veux dire, crantés dans le temps, enfin en tous les cas mesurables dans le temps, et qui correspondent aux ambitions de la stratégie nationale bas carbone 2050, mais aussi à ce qui a été décliné dans le service public éco-responsable. Encore une fois, ça nous sert parce que c'est opérationnel et que c'est mesurable. Voilà ce que je voulais vous dire comme 3 facteurs de réussite pour nous, mais le dernier, vous comprenez que je pourrais vous en parler dans 1 an, parce que pour l'instant, c'est en train de se mettre en œuvre, justement. Je peux peut-être y aller, Christine. Oui, merci beaucoup, Monsieur Faure. Effectivement, on a bien compris, il faut qu'il y ait des respirations, l'engagement qui a été mis aussi par les participants. J'espère que vous m'entendez bien tous parce que mon ordinateur me signale que ma liaison est instable. Est-ce que Madame Pianetti veut nous faire Un ses petit peu haché, commentaires elle Madame aussi? Moreau, mais Oui, allez-y Emma, vous prenez la parole. Du coup, pour reprendre la question des 3 facteurs, le premier pour nous, c'est aussi d'avoir des ordres de grandeur. Et tout à l'heure, on parlait du numérique versus déplacement. En fait, c'est super important aussi de bien se rendre compte des ordres de grandeur entre une réunion à l'international qu'on évite et l'émission CO2 d'une visioconférence. Bien sûr, il faut avoir cette conscience-là, mais le gain et le coût-bénéfice est très important. Donc, il faut avoir ces ordres de grandeur-là. On a aussi besoin de ces ordres de grandeur pour prioriser. Alors, en fait, on n'utilise pas le mot de prioriser, on utilise le mot de séquencer. Ça veut dire que on sait que tout est important, mais on va d'abord mettre en œuvre ce qui a le plus d'impact avant le reste. Et puis, en fait, tout simplement, ça nous permet de mieux identifier les leviers d'action. Le télétravail, par exemple, a été identifié suite à la quantification des émissions carbone qu'on pouvait éviter sur les déplacements comme un, un- un levier majeur de la transition écologique de l'État. C'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément au départ et que, comme le dit Frédéric, il faut bien sûr que ça donne lieu à discussion et que ce soit toujours sur une base volontaire, mais que les agents soient aussi informés que le télétravail a un rôle assez important dans la réduction des émissions des déplacements, mais aussi, quand il est bien organisé, des consommations énergétiques des bâtiments. Ensuite, mon deuxième facteur de succès pour moi, c'est vraiment aller à la source de qu'est-ce qui bloque. C'est pas toujours ce auquel on s'attend. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut mettre les gens autour de la table pour vraiment comprendre, au-delà parfois de la posture qui peut exister, mais concrètement, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un blocage technique? Est-ce que c'est un blocage de
justement de qualité de vie au travail ou de poids d'autres dossiers qui sont prioritaires et du coup on n'a pas le temps pour mettre en œuvre la mesure qu'on doit mener. Il faut bien identifier ça et voir aussi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, est-ce que c'est un problème ou un blocage qui est systémique? Et dans ces cas-là, on a vraiment besoin de mettre des experts du sujet autour de la table et peut-être même des filières économiques, des associations autour de la table pour essayer de le résoudre, ou est-ce que c'est contextuel? Et dans ces cas-là, il faut voir un petit peu au cas par cas. Et le dernier facteur de succès, c'est vraiment de s'appuyer sur les personnes engagées. Et j'en profite pour remercier immensément Fonction publique pour la transition écologique parce que vous avez fait partie de nos travaux dans les consultations, que ce soit pour le plan sobriété ou la nouvelle circulaire. Il y a aussi le Shift Project, le LIER, Fonction publique pour un 21e siècle, Sens du service public, enfin, je ne vais pas tous les nommer, mais et en fait, on a besoin de s'appuyer soit sur les réseaux déjà existants. Parfois, ce sont des petites associations qui sont même pas forcément structurées d'un point de vue national, mais des associations locales qui comptent une dizaine d'agents. Mais en fait, s'appuyer sur ces bonnes volontés pour essayer d'essaimer sur le terrain toutes les actions qui peuvent faire bouger les choses et qui sont parfois de la responsabilité des administrations, mais aussi parfois du changement de comportement. Et dans ces cas-là, plus on a des acteurs moteurs, plus on arrive facilement à emporter l'adhésion des autres. Voilà. Merci beaucoup, merci Emma pour ces paroles aimables et aussi tout ce que vous avez dit de bien concret. Julie, je vous passe la parole aussi sur le même sujet. Merci. J'allais justement parler de l'adhésion, donc vous me faites une transition parfaite. Donc si on parle de facteurs de réussite, alors je vais me replacer le sujet pour le projet de la commission Bibliothèque verte de l'Association des bibliothécaires de France, mais c'est transposable aussi, je pense, dans les établissements, dans les grandes lignes, pour les bibliothèques. Donc, Monsieur Faure parlait tout à l'heure de négociation, Madame Pinetti, d'engagement, effectivement, et d'adhésion. Moi, je dirais que le premier facteur de réussite, en l'occurrence au sein de la commission, c'est la part d'investissement très forte des membres de cette commission, très motivés sur le sujet, et parallèlement du soutien, le soutien que nous avons d'emblée rencontré dans la profession. Donc, nous fournissons beaucoup de travail pour documenter les enjeux environnementaux dans les différents domaines d'activité des bibliothèques et nous avons été très vite reconnus dans la filière bibliothèque pour la qualité des ressources que nous avons mises à disposition des collègues. Peut-être un deuxième facteur de réussite et très important aussi, c'est que cet investissement, il s'inscrit dans une approche méthodologique rigoureuse, dans une vraie structuration du travail. Alors, en l'occurrence, de notre côté, je l'évoquais tout à l'heure, la première strate de cette méthodologie, c'est de réunir et de construire de la connaissance. En soi, aucun prérequis n'est demandé pour intégrer la commission Bibliothèque verte, autre que l'adhésion à l'association, la motivation, c'est-à-dire comprendre l'intérêt pour le sujet, et le temps de travail bénévole que chacun est prêt à fournir, et parce que nous partons du principe que la connaissance sur des sujets environnementaux, avant d'intégrer la commission, est peut-être un plus, mais qu'elle peut se construire aussi en cherchant, en faisant, en évaluant. Et en tant que bibliothécaire, nous sommes également très formés à la recherche d'informations fiables, pertinentes et valides, à la veille et au partage de notre veille. Donc, il y a cette partie réunir et construire de la connaissance, puis il y a la partie structurer les données réunies et le travail de recherche. Et dès le début, nous avons voulu, dans notre dynamique de travail, circonscrire le sujet avant de le traiter. Et il m'est apparu en particulier en tant que pilote de cette commission que la meilleure manière de procéder était de cartographier par une carte heuristique les sujets thématiques que les bibliothèques étaient amenées à rencontrer et que j'ai énuméré un peu plus tôt dans ce webinaire. Par exemple, il y a différents grands ensembles. Parmi ces grands ensembles, il y a le sujet bâtiment. Et par exemple, à l'intérieur du sujet bâtiment, qu'y a-t-il à couvrir? Le lieu bibliothèque même, avec les enjeux de construction, d'entretien, voire de rénovation. Il y a aussi quels sont les espaces hors murs, hors les murs, et comment les utiliser le cas échéant. Et puis aussi, quelles questions se poser en matière de transport et de mobilité, tant des personnes, les usagers, comme les bibliothécaires, que d'objets, à commencer par les collections qui peuvent transiter d'une bibliothèque à un autre. En termes de méthodologie, il y a aussi de publier à une fréquence très régulière des contenus de qualité et de les partager de manière large dans nos réseaux. Donc, vraiment, au-delà, pour le coup, de la méthodologie, il y a aussi un dynamisme. Donc, ça rejoint aussi l'investissement. Dans cette publication, quand nous rédigeons un article, nous sommes très attentifs à la qualité de nos sources,
à leurs citations et nous veillons toujours à contextualiser et illustrer nos propos pour qu'ils soient non seulement le plus lisibles possible, mais aussi accessibles à toutes et tous, en vue d'une appropriation par tous les personnels, mais aussi pour valoriser les actions des bibliothèques auprès d'un public élargi. Et puis, si nous pouvons nous montrer critiques quand cela nous semble indispensable, on essaye aussi de privilégier une approche positive pour motiver et donner envie à la profession. Voilà, sur un contenu, on essaie de renvoyer aussi à d'autres contenus connexes pour être vraiment dans une approche globale de la transition écologique. Dernier facteur de réussite, je dirais que notre succès, quelque part, se fonde sur la qualité du dialogue et des liens que nous entretenons et que nous cherchons à développer et faire développer, avec d'une part les établissements documentaires et la communauté des professionnels de bibliothèque, mais aussi l'ensemble des structures et des services avec lesquels nous tissons ou visons à tisser des liens, voire des partenariats à l'échelle nationale et internationale pour allier donc l'engagement local et monofilière avec un engagement global et plus multifilière. Je vais donner quelques exemples. En fait, de notre point de vue, un certain nombre de sujets sur la transition écologique ne peuvent être avancés en bibliothèque qu'avec un outillage professionnel complémentaire à notre cœur de métier et via une approche concertée des sujets. Donc, parmi les exemples, le recours à des compétences d'ingénierie, par exemple, sur les questions relatives à la construction ou à la rénovation. Dans une bibliothèque d'agglomération, par exemple, monter un partenariat avec un service de type espace vert pour mettre en place et entretenir une offre de type Grénothèque ou un jardin partagé dans un espace extérieur attenant à la bibliothèque. Donc ça, c'est des missions autour de la biodiversité. Avoir un lien dans les universités avec des services du patrimoine pour une gestion responsable des déchets. Des exemples variés, mais qui sont rencontrés au quotidien dans les bibliothèques. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Julie, et je constate avec plaisir qu'il y a une certaine convergence des témoignages qui permet de finalement d'avoir l'espoir de pouvoir partager tous ces critères avec un grand nombre de participants. Et pour finir, alors Eugénie, c'est à vous. Oui, alors je vais essayer d'être assez rapide parce que je suis censée être en réunion. Mais en tout cas, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit et ce que je partage complètement, nous, les facteurs de réussite qu'on a imaginés, alors on est parti de nos freins, surtout, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant pour qu'on réussisse globalement la démarche. C'est peut-être du temps. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps dans la transition écologique et énergétique, mais malgré ça, je pense que pour avoir vraiment une adhésion, une appropriation, il faut prendre le temps d'y aller étape par étape, et notamment pour limiter les résistances au changement, mais aussi pour former les agents, et notamment sur les ordres de grandeur. Enfin, on en parlait beaucoup tout à l'heure, mais je pense que c'est très important d'avoir les grands ordres de grandeur en tête pour arriver à prioriser et hiérarchiser. Se dire qu'en fait, nous, par exemple, ce sont les bâtiments, pour l'instant, sur lesquels il faut travailler, peut-être un petit peu moins certains domaines comme le numérique. Même si c'est important, l'ordre de grandeur face à la consommation énergétique et carbone de notre collectivité, c'est peut-être pas l'objectif principal. Donc du temps, mais aussi du temps RH, c'est-à-dire que c'est super de mobiliser les agents, mais à condition qu'on leur donne un peu plus de temps, qu'on renonce possiblement à des projets, à d'autres projets, pour vraiment qu'ils aient le temps de s'approprier la question et de la porter auprès de leurs équipes en tant qu'ambassadeurs, par exemple. Mais du coup, ça va avec le deuxième facteur de réussite qui est plutôt la cohérence des actions. De se dire qu'on re-questionne chaque projet ou chaque démarche pour se demander est-ce que tous les efforts qu'on fait d'un côté, on ne va pas les annuler face à d'autres politiques publiques, et finalement, c'est ce qui peut être assez épuisant en fait auprès d'agents ou dans une collectivité, de mettre en place et de faire des efforts en termes de sobriété énergétique ou carbone pendant que d'autres projets se multiplient à côté et que nos efforts finalement ne portent pas forcément leurs fruits. Et du coup, peut-être aussi et surtout, et nous, on n'en est pas, c'est ce qu'on essaie de travailler, des outils adaptés pour suivre. Donc des indicateurs, des données fiables et des personnes formées à l'utilisation de ces données, de ces indicateurs, et de déterminer un peu comment on suit les résultats, donc les objectifs de moyens et des objectifs de résultats, comment on les suit, quand on les suit aussi,
parce que c'est peut-être pas très intéressant de suivre semaine par semaine ou mois par mois les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, c'est sur du temps long qu'on arrive à voir quelle stratégie et quels impacts ça peut avoir. Et du coup, quel outil de reporting, qui le porte, déterminer quelle est la meilleure place dans une collectivité pour porter une démarche transversale. À quel moment on fait des reportings aux élus, comment on le fait. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire une stratégie pour pas faire peur et pour être un peu positif aussi sur les résultats qu'on a. Voilà, je m'arrêterai là. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie en particulier, mesdames et messieurs, même si monsieur Faure est déjà parti, pour avoir réfléchi à cette question, parce que je pense que pour les personnes qui ont participé à ce webinaire et pour nos auditeurs et nos lecteurs, c'est quelque chose de très important. Il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation, pour ces débats qui ont été, je pense, assez éclairants. Et je vous donne rendez-vous pour les deux autres webinaires organisés par notre association et qui auront lieu